Bon, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct avec Prince Buffalo. Bonjour Prince. Vous êtes Bonjour. journaliste chroniqueur chez RFI. Nous sommes également avec Alia Abbas de la Mauritanie. Bonjour Alia. Avec Mamadou Baidi Ngaye, connu sous le nom de Alia Gaye, et le président de Perspective Afrique, Sherlo Fall. Donc, je vais vous demander de couper vos micros à chaque fois que vous n'avez pas la parole et ensuite les réactiver, s'il vous plaît. Bonjour. Bon, excusez-moi, je suis un peu sur téléphone aujourd'hui. Président, à vous la parole. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour M. Bafoulou, Bonjour. M. Gaye et Madame Alia. Merci d'accepter notre invitation dans le cadre des cafés Perspectives. Moi, la première question que j'allais vous poser, tout le monde sait que l'état du journalisme en Afrique est très difficile et cet état est animé par différentes phases. Et les mots de la presse en Afrique sont très nombreux. Précarité des journalistes, manque de moyens, course au scoop, convention collective non respectée. La question que je voudrais vous poser, et cette question s'adresse à vous trois, chers invités, c'est que comment vous analysez de façon générale l'état de la presse en Afrique pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire du général au particulier. Comment analysez-vous la presse en Afrique et son rôle dans l'approfondissement du processus démocratique? Merci beaucoup, Président. Monsieur Buffalo, à vous la parole. Sans vouloir s'auto-flageller, puisque je suis moi-même journaliste, il faut reconnaître que la presse a joué un grand rôle depuis la démocratisation, c'est-à-dire après les conférences nationales. On a vu effectivement la libération de la presse, puisqu'on était plutôt sur des régimes de partis uniques. Et après les conférences nationales, on a eu cette libéralisation de la presse, avec donc des médias qui ont émergé comme ça, qu'il s'agisse de la presse écrite, un peu moins l'audiovisuel, mais quand même dans certains pays. Et à ce moment-là, la presse a joué un grand rôle. Je pense que dans certains pays, il y a eu des états généraux à ce moment-là qui n'ont plus jamais eu lieu. Il manque aujourd'hui une remise en question. Mais je pense que la libéralisation de la presse à cette période-là a été d'un rôle très capital en Afrique. On a connu d'éminents journalistes et cela a d'ailleurs poussé nos politiques à museler la presse. Si aujourd'hui on parle de liberté d'expression en Afrique, ça veut déjà dire qu'il y a eu une certaine avancée dans ce domaine-là. Il y a eu un élan de liberté d'expression. Il y a eu des journalistes qui ont eu le courage de créer des quotidiens, des hebdomadaires. Je pense au Cameroun, je pense à la Côte d'Ivoire. Il y a eu en tout cas cette pression sur les pouvoirs publics qui a fait que, au fil des années, les pouvoirs publics ont essayé de mettre la pression et de museler la presse. De façon générale, elle a joué un rôle très important. Aujourd'hui, de moins en moins, on sent cette vivacité dans certains pays parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de journalistes emprisonnés. On parlait tout à l'heure de manque de moyens. Et ça fait que les journalistes sont un peu clochardisés et on n'est pas dans certains cas, en tout cas de façon générale, on n'est pas dans certains cas dans le véritable rôle que le journaliste devrait mener à cause justement de manque de moyens, qu'il s'agisse de subventions de façon générale ou des moyens même au niveau des organes de presse qui naissent comme ça, son budget conséquent, son business plan, son modèle économique. Merci beaucoup, Monsieur Buffalo, pour votre introduction.
Comme vous le savez, le sujet d'aujourd'hui est journalisme et politique, donc ce n'est pas facile. Nous allons parler de comment éviter les dérives du traitement juste et vrai de l'information. Par contre, M. Ali Agaï et Prince Bafolo et Alia Abbas qui est là, quelques soucis techniques. Ali Abbas qui a quelques soucis techniques est là. Nous ne sommes pas des journalistes. Cherlo est docteur en droit, donc il est consultant en ce qui concerne l'investissement en Afrique. Donc, je vais donner quand même la parole à Mamadou Baïdi Gaye. Bonjour. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, M. Gaye. On ne vous entend pas, Alia. Il faut désactiver le micro, s'il vous plaît. Merci. Il faut désactiver votre micro. On ne vous entend pas, M. Gaye. OK. Merci, parce que Suleiman a donné des directives. Et des fois, on oublie, on croit qu'on est dans le vif du sujet. Tout d'abord, je salue Ali Abbas. Je salue le doyen de RFI et je vous salue par rapport à l'initiative que vous avez pris pour vraiment l'éveil de conscience et aussi essayer de conscientiser l'importance aujourd'hui des ressources humaines que l'Afrique a et de mettre en valeur vraiment toutes ces personnes-là qui ont un savoir-faire afin d'aider l'Afrique dans son rayonnement. Par rapport de la presse en général, il faut comprendre aussi que dans des pays comme la Mauritanie, que je connais très bien, qui était doté d'un régime militaire, et nous notons l'avènement de la démocratie vers 1991, après des coups d'État qui se sont succédés, de 84, je peux dire, jusqu'à 91. La presse a joué un rôle important, mais ce rôle, comme on le dit par rapport vraiment à la démocratisation de la Mauritanie, on voit nettement que l'État n'est pas préparé. Comme vous le savez, il y a beaucoup de journalistes mauritaniens, comme je l'ai dit, ils ont appelé le journaliste dans le tas. Mais après, ils se forment dans des institutions ou bien le ministère de communication dans le temps envoie ces journalistes-là à faire des stages un peu partout en Afrique. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de faire une formation avec les centres de médias en Égypte, avec d'autres confrères africains. Mais pour dire, comme l'a dit le doyen, c'est vrai qu'aujourd'hui, la presse a joué un rôle dans un continent qui était marqué de 1963 jusqu'à nos jours par des coups d'État répétitifs, mais la presse a été un vecteur de changement et une vision nouvelle par rapport à la démocratisation de l'Afrique. Mais force est de reconnaître quand même, il y a eu beaucoup de bavures et aussi aujourd'hui, ce qu'on doit pointer du doigt par rapport à la presse écrite. Quand on parle de la libéralisation, nous savons que les libéralisations sont orientées par rapport à la politique des dirigeants qui sont au pouvoir. C'est important de le dire. Mais cette libéralisation n'est que volte-face par rapport à la démocratie pour répondre aux aspirations des conventions signées au niveau international. Donc, ce n'est pas proprement dit que les gouvernants ou bien les gens qui sont au pouvoir, les autorités prennent des initiatives afin de libéraliser le paysage, mais c'est par rapport à des pressions internes, par rapport au financement au niveau international, dans leur pacte de pouvoir financer ces pays-là, ils mettent une clause pour essayer de donner à la liberté de la presse. Je vous donne un exemple très concret. Vers l'avènement de 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est la libéralisation de la presse en Mauritanie, l'utilisation de 5 chaînes de télé et de 5 chaînes de radio. Comme vous le savez, il y a eu, comme on le dit, le dépôt de candidature. Les gens ont déposé leur dossier afin de pouvoir avoir des licences. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, ces orientations-là, ce n'est pas par rapport au cahier de stage que tu présentes, par rapport à la ligne éditoriale que tu décides de faire. Mais on oriente les sélections par rapport
à des affinités que vous avez avec le pouvoir en place. Donc, toutes les personnes qui ont eu des licences, les premières licences, c'est des gens qui ont vraiment une connivence avec l'État. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la politique est ancrée dans le journalisme. Et si aujourd'hui on trempe la plaie, on voit nettement que cette concordance ne permet pas aux journalistes de faire le travail correctement ou bien de pouvoir pallier par rapport vraiment à tous ces dérives que les dirigeants sont en train de faire. Je pense que par rapport à l'introduction, je vais m'arrêter là. Au fur et à mesure qu'on avance, on va développer par rapport aux aspects qu'on a mis en avant. Merci beaucoup, Alia Gaye, Mamadou Baïdi Gaye, que nous appelons affectivement Alia, qui fait un travail extraordinaire sur les réseaux. Je précise, Alia Gaye est journaliste et activiste. Je vais passer à Madame Alia. Elle était censée passer en dernier, mais par souci technique, je suis désolé, vous êtes passé en troisième. Vous allez passer en troisième. Donc, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas journalistes. Donc, dans nos manières de poser des questions avec Sherlo, vous allez devoir nous excuser. Okay. Alia, bonjour. Alia Abbas, on vous écoute. Peut-être le problème de réseau. Oui, il doit y avoir un souci de connexion. On ne vous entend pas bien. On ne vous entend pas du tout, Madame Alia. Alia Abbas est journaliste et reporter d'images. Donc là, nous ne nous entendons pas du tout. On vous entend toujours pas. Vous pouvez voir le micro, s'il vous plaît. Parce que le micro, il est activé normalement. Il est activé là. Il doit y avoir un souci de connexion. On va revenir plus tard vers Madame Alia. Vous m'entendez, Madame Alia? Sherlo, à toi la parole. On va revenir plus tard. Ça va être un souci de connexion. Moi, ma deuxième question est relative entre les rapports entre la presse africaine et le phénomène des fake news. On a coutume de dire que la presse est le quatrième pouvoir, après les pouvoirs institutionnels, tant de par son influence, en tout cas, qui est réelle et très dynamique. La question que je me pose, la presse, on le sait, est manipulée par différents acteurs. Par exemple, souvent les pouvoirs, généralement, mais de plus en plus aussi certains acteurs de l'opposition. On le voit même durant les campagnes électorales avec le phénomène des fake news. Comment, à votre avis, vous, professionnels de l'information, comment lutter contre le phénomène des fake news qui, je le rappelle, n'est pas propre à l'Afrique, hein? Oui, ça existe dans d'autres parties du monde. Mais de plus en plus, les journalistes africains, le journalisme africain est confronté au phénomène des fake news dans les sites d'information, la presse papier et la presse audiovisuelle. Comment, à votre avis, la presse africaine doit être mieux outillée afin de lutter contre le phénomène des fake news? Parce qu'il y va de sa crédibilité, de la crédibilité de l'information. Merci. Monsieur Bafouelo. Le principe fondamental du journalisme, c'est celui de la vérification de l'information. Hein, qu'il s'agisse d'Internet, qu'il s'agisse de l'audiovisuel, qu'il s'agisse de la presse, de façon générale, un journaliste qui a pour rôle de collecter, de traiter et de diffuser l'information
se doit de la vérifier avant de la diffuser. Tu as bien fait de signaler effectivement que ce n'est pas propre à l'Afrique, hein. En Europe, moi je vis en France, le phénomène de fake news est bien d'actualité. Mais encore une fois, pour répondre concrètement à votre question, la seule façon de lutter contre les fake news, c'est la responsabilité du journaliste. Le journaliste, nous devons garder présent à l'esprit qu'on a un rôle important dans la société. C'est en fonction du traitement de notre information. C'est en fonction de la qualité de l'information que nous diffusons que les citoyens se créent leur propre opinion. C'est en fonction de la qualité de l'information que nous diffusons que les citoyens finalement essayent comme ça d'avoir une certaine conscience politique. Qu'il soit politique ou politique, c'est en fonction de ce que nous déversons, entre guillemets, sur la toile ou dans l'audiovisuel, que les citoyens se construisent une opinion, se construisent leur conscience politique. Donc, allant de ce postulat-là, il est important que nous donnions des vraies informations, des bonnes informations, une information juste. Une information juste, c'est une information qui est vérifiée, c'est une information qu'on va chercher à la source, c'est une information qu'on recoupe avant de pouvoir la diffuser. Donc, responsabilité du journaliste, sachant que c'est un maillon important dans cette chaîne de la construction de la démocratie. Donc, ne pas venir raconter n'importe quoi, que ce soit à la télévision, dans les journaux sociaux. Responsabilité, principe fondamental du journalisme qui est la vérification de l'information. Cela me fait revenir à cette question qui m'est très chère, qui est la question de la formation des journalistes. Est-ce que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou même dans les médias traditionnels sont formés? Parce que lorsqu'on est formé, forcément on apprend les b.a.-ba du métier, et dans ces b.a.-ba du métier-là, il y a ce principe fondamental qui revient, qui est la vérification de l'information. Donc, il y a personnellement la responsabilité du journaliste pour conclure, et il y a cette question de la formation qui est très importante. Aujourd'hui, on est un peu confondu, on ne sait plus trop qui est journaliste, qui ne l'est pas, mais véritablement, ceux qui sont appelés à être journalistes doivent être formés. Merci beaucoup, Monsieur Bafouelo. Je vais redonner la parole à Madame Alia. J'espère que cette fois-ci, on pourra bien vous entendre. Oui, Madame Alia, à vous la parole. Alia Abbas. Je vais donc passer à Mamadou Baïdi Gaye. Bon, je reviens juste sur la question de M. Fall par rapport à la lutte contre les fake news. Et il faut noter qu'il y a aujourd'hui, le journaliste a beaucoup de fronts. M. Bafouelo l'a bien dit par rapport à la responsabilité. C'est là-bas qu'on doit appeler l'éthique journalistique. Je pense que c'est la base même du travail d'un journaliste. Parce qu'il y avait deux confrères américains qu'on a demandé à quoi sert le journalisme. Mais ils ont donné une définition très, très populaire et je pense que Bafouelo ne va pas me contredire par rapport à ça. Ils ont dit la raison d'être du journaliste est d'apporter aux citoyens l'information dont il a besoin de vivre et d'être libre et autonome. Je pense à la recherche de cette information, le journaliste doit savoir que cette information que je dois dispenser aux populations n'est rien d'autre qu'une information qui sert à ces populations dans leur vécu. Mais il faut comprendre encore une chose, le journalisme, comme on le dit, le journaliste
ou bien le journalisme n'est pas un privilège. C'est très important de le dire. Ce n'est pas un privilège. C'est un travail d'informer. Un travail d'informer qui nécessite vraiment une abnégation, qui nécessite vraiment une patience, qui nécessite une réflexion, un discernement par rapport à une information donnée. Parce que cette information capitale peut déstabiliser ou bien peut unifier un pays. Quand tu es dans cette sphère, moi je pense que, comme Buffalo l'a dit aujourd'hui, ce que nous pleurons ou bien ce qui aujourd'hui fait défaut en Afrique, c'est la formation des journalistes. Parce qu'on est en quête de formation. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de voir comment aujourd'hui les gens ont la perception du journaliste. Par exemple, en Afrique, il suffit de bien parler, de bien agencer un vocabulaire, de parler bien sur WhatsApp, on dit que c'est un journaliste. Donc, les gens aujourd'hui, ils ont dénaturé vraiment le rôle du journaliste parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui prend du recul par rapport à une situation donnée. C'est quelqu'un qui ne va pas aller par rapport à cette masse qui ne veut entendre que ce qu'il veut. Mais le journaliste, c'est celui qui est capable de dire ce que les gens ne veulent pas entendre. Donc, c'est important de le citer. Buffalo, je vais te révéler quelque chose qui s'est passé en Mauritanie. Il y avait un directeur général de la radio Mauritanie. On lui a donné une subvention de plus de presque 100 millions qui est attrait à la formation des journalistes. Lui étant un journaliste, il se le dit, mais je doute fort par rapport à son intégrité. Et ce qu'il a fait quand même, c'est de dévier l'argent de la formation. Ces journalistes-là, aujourd'hui, n'ont pas eu la chance d'être formés par rapport à ces subventions-là. Il a mis de l'argent propre, il a acheté des boubous qu'on appelle ISBI, et il a acheté ces belles voitures au détriment de ces journalistes-là aujourd'hui qui peinent vraiment à avoir une formation digne de son nom. Il faut aussi comprendre les institutions que les États mettent en place, c'est juste, comme on le dit, la face de l'iceberg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois une commission comme la APA, une commission chargée de superviser le travail journalistique par rapport à accompagner les formations, les diffusions et tout ça. Ces institutions, la personne qui est responsable est nommée par le gouvernement. Mais cette personne-là, il n'intervient pour donner des sanctions que si le journaliste s'attaque au président. Donc, c'est voir vraiment, et c'était ce qui est déplorable, c'était des anciens journalistes qui ont toujours accompagné, pleuré par rapport à la précarité. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir et ces gens-là, aujourd'hui, ils essaient tout fort pour museler le journaliste. Donc, il y a un paradoxe par rapport vraiment à l'émergence du journaliste en Afrique. Merci beaucoup, Ali Agaï. Tout à fait, le journalisme est un point essentiel à la vie de toute nation. Comme le président Cherlofal l'a dit tantôt, on surnomme les médias le quatrième pouvoir partout dans le monde. Donc, je pense qu'en démocratie, la séparation des pouvoirs est là, mais aussi les journalistes doivent être intègres. Ils doivent suivre une formation et l'information qui est aujourd'hui une valeur sûre, une valeur ajoutée. Aujourd'hui, les plus grosses puissances mondiales se battent pour l'information. Donc, il ne faut pas parler à U et à Dia pour parler comme l'autre. Madame Alia, je repasse à vous. J'espère que cette fois-ci, la connexion ne fera pas défaut. Ali Abbas. Vous pouvez désactiver vous avez désactivé le micro, vous pouvez l'activer s'il vous plaît. C'est bon, le micro, non, vous l'avez désactivé là, il faut l'activer. C'est bon, le micro est activé. On ne vous entend pas du tout. On ne vous entend pas du tout.
Vous entendez, vous autres? On ne vous entend toujours pas. Donc, je vais passer à Cherlo. Chez Bafulo. Et en Afrique, généralement, il y a une problématique en ce qui concerne le traitement juste et équilibré de l'information. C'est vrai que ce n'est pas propre seulement à l'Afrique. Et les pays africains ont cette particularité, c'est-à-dire la presse est réputée être trop politique. Et souvent, la presse, c'est une presse de compte-rendu et souvent, certains journalistes, je ne vais pas généraliser, ont tendance à fonctionner sur la base de rumeurs, c'est-à-dire ne vérifient pas leurs sources. Et c'est vrai que on soupçonne souvent les journalistes de ne pas être objectifs, mais à la force des choses, il faut dire que l'objectivité n'est pas un absolu, c'est un effort. Et la presse aussi, qu'on le veuille ou non, l'information, c'est le produit d'un jugement. Les journalistes ont tendance à privilégier les sujets qui font vendre. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que, à votre avis, comment faire pour avoir une presse d'investigation? Puisque la presse d'investigation, c'est c'est fondamental pour l'approfondissement non seulement du processus démocratique, mais aussi approfondir en même temps le processus de la bonne gouvernance. Comment faire pour avoir une presse d'investigation? C'est-à-dire, en Afrique, on se rend compte que certains sujets relatifs à l'exploitation minière, pétrolière, les sujets économiques, en fait, ont besoin d'être éclaircis. Et la plupart du temps, les citoyens n'est pas du tout bien informés, en fait, de cette problématique. Comment, à votre avis, on doit faire pour avoir une presse d'investigation de plus en plus en Afrique, puisque c'est un sujet crucial, fondamental. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, Prince. D'accord, c'est une question qui est très pertinente et qui est vaste. Vous parliez tout à l'heure de relations entre les journalistes et les politiques. C'est clair que la passerelle est très fine entre le journalisme et la politique. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de journalistes qui terminent en politique et dans d'autres cas, des politiques qui deviennent des journalistes, des éditorialistes ou simplement des patrons de presse. Donc, en tout cas, le lien, il est très fin. Et je parlais tout à l'heure de formation et d'éthique. Lorsqu'on connaît bien son rôle, lorsqu'on connaît bien sa mission, on essaye, alors c'est pas facile, hein, ça c'est clair, mais on essaye d'une certaine façon de rester droit dans ses bottes et de rester dans le couloir sur lequel on s'est lancé. Quand on est journaliste, on reste dans ce cadre-là, et quand on est politique, on reste dans ce cadre-là. Ce n'est pas facile, ça c'est clair. Par rapport à la presse d'investigation, il existe une presse d'investigation en Afrique. Je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'il n'existe pas de presse d'investigation. Il existe une presse d'investigation. Souvenez-vous de Norbert Zongo, paix à son âme. Hein? Oui, mais c'est une activité risquée en Afrique. Plus Njaoué du Cameroun, hein, décédé aux États-Unis par un accident de la route. Et je peux encore en citer comme ça. Il existe une presse d'investigation en Afrique. Simplement, cette presse manque de moyens. Les journalistes manquent de moyens. Lorsque vous êtes clochardisé, lorsqu'on fait tout pour que vous ne travaillez pas dans les conditions adéquates, à un certain moment, vous pouvez être le plus grand professionnel, vous pouvez avoir les aptitudes les plus remarquables du monde, vous n'allez pas pouvoir libérer votre potentiel. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on a un problème de subvention de la presse africaine. Très peu de pays subventionnent la presse. Très peu de médias sont créés par des patrons de presse libres. Généralement, ce sont des hommes politiques ou des hommes d'affaires qui créent des médias, et donc on peut imaginer la ligne éditoriale qu'ils donnent à leurs médias. Et donc ça casse un peu cette dynamique de presse d'investigation. On n'a véritablement pas
de journalistes qui créent des médias, qui ont des moyens pour créer des médias et qui mettent ces moyens-là à la cause du journalisme avec tous les filons qu'il peut y avoir dans ce métier-là, y compris la presse d'investigation. Donc, le véritable problème aujourd'hui, c'est un problème de moyens. C'est même pas un problème de compétences. Il y a sur le continent des journalistes très compétents que je connais, que je respecte beaucoup, mais il manque de moyens parce que la presse d'investigation, c'est beaucoup de moyens. Un article de 4000 signes dans la presse peut vous prendre, en tout cas lorsque vous êtes dans le cadre de l'investigation, peut vous prendre 6 mois, 8 mois, parfois une année, en fonction du sujet que vous traitez. Et ça demande des moyens. Et lorsque vous n'avez pas de moyens, malheureusement, vous pouvez avoir toutes les compétences du monde, vous ne pouvez pas vous exprimer. La presse d'investigation, pour conclure, existe. Elle manque simplement de moyens pour éclore. Et ça, malheureusement, je ne sais pas vous dire comment trouver ces moyens-là. Merci, Merci beaucoup. Prince, pour votre réponse. Merci Monsieur beaucoup, Gaye. Prince Buffalo. Merci beaucoup, Président Cherlo. Avant d'avancer, je vais revenir à Mme Alia. Juste avant, je précise que vous avez Prince Buffalo a parlé de Norbert Zongo, mais j'aurais bien aimé qu'il nous dise comment Norbert Zongo a fini. Il a fini calciné dans sa voiture. Donc, ce qui veut dire qu'en Afrique... Un instant, je vais couper juste les micros. Oui, c'est pour vous dire qu'en Afrique, le journalisme d'investigation existe bel et bien, mais les risques sont énormes. Donc, il n'y a pas encore une démocratisation de l'activité journalistique. Madame Khading, qui est membre de Perspective Afrique, a écrit « Avec l'avènement de la presse en ligne via les réseaux sociaux et les sites Internet, on se pose parfois la question de la formation en journalisme de leurs administrateurs. Ne faut-il pas une régularisation et un encadrement de cette presse en ligne pour éviter le traitement de l'information sans aucune déontologie ni éthique, comme on voit ces dernières années ?» Bon. Il faut prendre la peine de lire Dr Khading qui apporte toujours des éclaircissements dans nos cafés perspectives. Madame Alia, à vous la parole. Une minute. Bonjour, est-ce que là vous m'entendez? Parfait. Oui, on vous entend bien. D'accord, le temps que je mette des écouteurs. Là, je suis sûre que vous m'entendez. Ok, j'ai changé de téléphone. J'ai dû changer de téléphone, comme ça vous allez m'entendre. Est-ce que c'est bon? Oui, on vous entend parfaitement. C'est bon? Oui. Oui, c'est parfait. D'accord. Désolée pour ce petit problème. C'est à cause de la connexion. Donc, moi, j'ai déjà raté pas mal de ce que vous avez dit à cause de ce problème. J'ai entendu des petits débris par-ci, par-là. Et heureuse de retrouver Alia Gaye et de voir Suleiman. Et enchanté, Sherfal, Prince aussi. C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres collègues journalistes, pardon. En tout cas, pour moi, je travaille pas trop sur tout ce qui est politique. Je t'avais prévenu, Suleiman. Oui, mais après c'est difficile de ne pas travailler sur la politique puisque tout est lié, tout a un lien quelque part avec la politique. Et donc voilà. C'est vrai que pour la question de la démocratie en Afrique, c'est quelque chose qu'il faut revoir. On peut pas vraiment parler de démocratie dans des pays où les médias sont toujours des médias qui appartiennent à des hommes d'affaires, à des partis politiques. Je prends un exemple, la Mauritanie que je connais très bien. On se retrouve avec des médias qui soit appartiennent à des partis politiques ou bien à des hommes d'affaires, ou des médias qui font la propagande ou bien la promotion de ce que fait le gouvernement. Et donc, du coup, le journaliste se retrouve un peu piégé dans tout ça, surtout s'il ne voit pas très, très clair dans ce qui se passe. Par exemple, s'il veut traiter de certains sujets qui vont contrairement à ce que le rédacteur en chef attend d'eux, ça devient un peu compliqué. Et donc voilà, on ne le laisse pas choisir. Il n'y a pas vraiment ce travail qui va te permettre de faire un reportage qui passera à la télé mauritanienne ou à Sahel. Je suis désolée, il y a du bruit tout autour de moi.
Donc, voilà. Pas que, mais après, on se retrouve avec des journalistes qui vont faire un très bon boulot journalistique, qui vont faire des recherches et qui vont se retrouver dans les télés internationales comme Al Jazeera, par exemple, ou qui vont faire des articles qui sont très pertinents, mais qui ne vont jamais sortir ici sur les sites web mauritaniens ou qui vont passer à la télé tout simplement. Tout simplement parce que ce ne sont pas des gens qui vont te permettre de faire ce travail-là et te donner le temps de le faire. Donc, il y a déjà un manque de soutien. Vous avez parlé tout à l'heure d'investigation. Ouais, ce ne sont pas les compétences qui manquent, mais aussi il y a le manque d'encouragement, le manque de moyens qui fait que le journaliste n'arrive pas à faire le travail qu'il doit faire. Désolée. Et en ce qui concerne les fake news, je suis en train de parler de jongler un peu partout sans aucune transition. En ce qui concerne les fake news, ces dernières années, la Mauritanie est très influencée par des soi-disant journalistes qui naissent du jour au lendemain, qu'on va apparaître comme ça, qui, dès qu'ils se lèvent, se disent journalistes, en faisant un travail qui est vraiment très vite bâclé pour refaire le buzz. Ça, c'est pas qu'en Mauritanie, mais c'est un peu partout dans le monde. Mais en Mauritanie, c'est quelque chose qui est vraiment devenu une mode. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on se retrouve avec des blogueurs qui vont faire des lives sur Facebook pour raconter tout et n'importe quoi à un public qui est très jeune et qui peut facilement influencer. Donc, vraiment, en tout cas, moi, je suis très inquiète. Je suis très, très inquiète parce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas une transparence dans le traitement des sujets, dans le traitement de l'information. On ne peut pas parler d'une information vraie et juste dans le sens où le journaliste, il n'est pas sur le terrain, il ne va pas vérifier les faits. Tout récemment, il y a plusieurs exemples que je m'abstiens à citer. Mais il y a vraiment du travail à faire. Je suis désolée encore une fois parce qu'il y a beaucoup de bruit et j'ai un problème de me concentrer et j'ai raté tout le début. Donc, c'est... Merci beaucoup, Madame Alia Abbas, pour votre introduction. Je vais retourner vers le président Cherlofal pour sa question. Non, avant de continuer sur l'investigation, j'aimerais juste attirer l'attention de M. Fall. C'est important. Oui. Comme Baflo l'a bien dit, par rapport aux moyens. Les moyens, c'est au cœur des investigations. Parce que, comme il l'a dit, lui, peut-être, il l'a dit de façon très terre à terre, très limitée pour que les explications puissent vraiment être très claires. Mais pour vous dire, par exemple, l'affaire de Dreyfus, que Mediapart a fait avec plusieurs années de recherche, on se rappelle de ça. Donc, c'est dire, c'est comme dans leur leitmotiv en disant que seuls nos lecteurs nous achètent. Donc, c'est sur les numériques, ils ont quand même cravaché jusqu'à avoir vraiment un chiffre d'affaires, un budget qui leur permet aujourd'hui d'être indépendants par rapport à certains organes en France. Donc, c'est très important de pouvoir situer aujourd'hui cette indépendance journalistique qui te permet aujourd'hui de faire ton travail sans être inquiété. Il y a aussi l'autre aspect, c'est l'aspect sociétal. C'est très important. Aujourd'hui, quand tu es journaliste, il faut comprendre que tu es journaliste à vie. Tu es journaliste à vie. Quelles que soient tes pensées, quel que soit ce que tu décides de faire, les gens vont te cataloguer juste par rapport à ton travail. Alors que les gens ignorent que journalisme, c'est juste un travail et quand tu sors de journaliste, tu es un citoyen. Donc, tout ça, c'est des pressions qui viennent ça et là, qui permettent vraiment aux journalistes de ne pas avoir cette largesse de pouvoir faire son travail correctement parce qu'aujourd'hui, avec la conjoncture, comme on le dit, que les journalistes sont mal payés et Alia l'a dit, il n'y a pas un cadre pour statuer véritablement sur qui est journaliste et qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends le cas du Sénégal que je connais très bien, aujourd'hui, les journalistes, force est de reconnaître, ils sont orientés dans les faits divers. Dans les faits divers, c'est à la longueur de la journée qu'on fait des sujets de rédaction, qu'on fait des journées spéciales pour essayer de parler sur des choses vraiment qui ne vont rien rapporter à l'Afrique. Et nous savons que la politique est tellement ancrée en nous qu'aujourd'hui,
on ne discute pas des questions économiques. Donc, un pays qui passe tout son temps à parler politique pour que ce pays se développe, c'est très difficile. Et aussi, il faut qu'on arrête de nous parler de la démocratisation en disant la démocratie à l'africaine. Non, il n'y a pas de démocratie à l'africaine. La démocratie, c'est des termes très clairs. La démocratie est juste la mode de gestion pacifique des affaires politiques. Ce n'est pas à l'Africain ou à l'Occident. Donc, il est temps qu'aujourd'hui, les journalistes essayent vraiment de pouvoir, par rapport aux significations, de ne pas donner un modèle de démocratie à l'Afrique, un modèle de démocratie à l'occidental. Donc, c'est ça que je voulais apporter vraiment une réponse par rapport à la complicité des investigations en Afrique. Président, à vous la parole. Oui, merci, M. Gaye, pour votre réponse, très pertinente. Mais je vais rebondir là où Mme Alia a terminé, en fait, sous forme de question. Elle a soulevé, en fait, l'irruption des hommes d'affaires dans l'achat des moyens d'information. Par exemple, que ce soit télé, radio, site d'information. On se rend compte que les journalistes, partout, on peut le dire, de façon générale, sont très jaloux, très attachés à leur indépendance. En Europe, il arrive fréquemment que des fonds d'investissement, des hommes d'affaires, achètent des groupes de presse. Mais souvent, les journalistes, en fait, s'empressent dans le traitement de l'information, d'être impartial dans le traitement de l'information, malgré le fait que la presse a changé de main, notamment au niveau de sa propriété. Mais en Afrique, il y a un phénomène qui se développe. Non seulement il y a des hommes d'affaires les hommes d'affaires investissent la presse, mais surtout, on l'oublie souvent, les hommes politiques. Pour parler du cas spécifique du Sénégal, il y a beaucoup d'hommes politiques sous l'ancien régime et même actuellement, en fait, essayer d'influencer l'information par le fait d'acheter des groupes de presse ou bien de participer dans l'achat de groupes de presse. Et ceci pose fondamentalement la problématique du traitement impartial de l'information. À votre avis, comment faire pour mieux réguler le secteur de la presse en Afrique, puisque c'est un secteur franchement en manque de régulation, même si les institutions de régulation existent. Mais on peut dire que la régulation de la presse en Afrique n'est pas opératoire. Et ceci, tout le monde en souffre, non seulement les politiques, les journalistes eux-mêmes, mais aussi nous, citoyens. On a le droit de savoir, mais nous aussi, on en souffre. Comment vous analysez tout cela? Merci beaucoup, Président. Juste avant de donner la parole à Prince, je vais citer Norbert Zongo qui disait « Un journaliste, s'il n'a ni temps, ni sérieux, il est dangereux. » Donc, le journaliste doit d'abord avoir le temps de s'investir, d'enquêter et autres, mais il doit aussi être sérieux, c'est-à-dire que le problème d'éthique se pose. Donc, comme vous savez, les médias sont en quelque sorte les oreilles de l'opinion. Donc, en Afrique, on ne différencie pas l'opinion politique, l'opinion publique, excusez-moi, des politiques, et le cadre n'est pas posé. Monsieur Bofuelo, à vous la parole. Merci. Tu fais bien de préciser ça, parce que l'éthique est vraiment quelque chose de très fondamental dans notre métier. Il y a l'éthique personnelle, il y a la déontologie qui est donc ce texte qui encadre notre métier, il y a donc la charte des médias dans chaque pays. Tout ça englobe la formation. Moi, je reviens à ça, c'est très important. La question, elle est très simple. Comment on fait pour être libre, pour travailler de façon libre lorsqu'on a par exemple un patron de presse qui est un homme d'affaires qui veut donner une orientation à son média, ou un patron de presse qui est un homme politique qui a une certaine coloration, etc. Pour moi, c'est simple. Si vous êtes formé, si vous avez une éthique et que vous connaissez les textes qui régissent votre métier, c'est-à-dire la déontologie, la charte du métier dans votre pays, vous êtes responsable, vous faites convenablement votre travail. Il y a ce qu'on appelle dans le journalisme la clause de conscience. Je peux travailler chez un homme politique, enfin,
dans un média qui appartient à un homme politique ou à un homme d'affaires qui a une certaine coloration politique et qui m'oblige à donner une certaine information. La clause de conscience et ce principe journalistique qui me donne le droit de dire à mon patron de presse, je ne donne pas cette information. Je donne cet exemple juste pour vous dire que lorsque vous êtes formé et que vous connaissez les textes qui régissent votre métier, lorsque vous avez eu la connaissance, les b.a.-ba du métier, je reviens à la responsabilité, lorsque vous savez que le travail que vous faites peut avoir les textes que vous produisez, les articles, les reportages audiovisuels peuvent avoir un impact sur les citoyens qui vous écoutent. Et il faut bien garder présent à l'esprit que ceux qui vous écoutent ne sont pas des cabris. Ce sont des citoyens, ce sont des personnes comme vous qui, à certains égards, dans certaines circonstances, dans certaines conditions, sont parfois plus compétents, plus intelligents, plus diplômés que vous. On ne s'adresse pas, c'est Mamoudou qui le disait tout à l'heure, le journalisme c'est pas un privilégié. Voilà, on n'a pas la science infuse, on connaît pas tout. Il faut bien savoir que ceux à qui on s'adresse sont des gens éminemment compétents. Il y a des gens qui sont plus diplômés que nous et il y a des gens qui comprennent parfois l'orientation des papiers que nous diffusons. Lorsque vous allez couvrir une manifestation politique et que vous avez une certaine coloration et que vous essayez d'orienter votre papier, mais ceux qui vous écoutent ou ceux qui vous lisent, ils sont pas cons parce qu'ils vivent ces réalités-là. Ils savent que ce journaliste-là est en train de m'emmener dans un créneau qui n'est pas celui que je vois, ce n'est pas la réalité. Lorsque vous allez faire un reportage dans une ville où il manque d'eau et d'électricité, mais que l'homme politique parle d'eau et d'électricité qui coule à flot, etc., et que vous venez le répéter dans votre papier, mais rassurez-vous que celui qui vous écoute, il sait bien que, excusez-moi du terme, vous êtes un amuseur. Donc, ça revient à la responsabilité. Et moi, c'est la responsabilité dans ce métier-là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il faut que nous soyons responsables et que nous sachions que notre travail, c'est déjà un travail très difficile, mais nous avons un rôle important dans la construction de nos jeunes démocraties en Afrique. Et ce n'est qu'en étant responsables, en gardant notre éthique, en maîtrisant bien les textes qui encadrent notre métier, qu'on peut bien faire ce travail. Je vais vous prendre un exemple qui est simple pour terminer. Entre 2009 et 2011, j'étais rédacteur en chef d'une chaîne qui s'appelle MNTV au Congo-Brazzaville. Cette chaîne appartenait au grand frère du président de la République. Donc, on peut imaginer toutes les pressions qu'on peut avoir lorsqu'on travaille dans la chaîne du grand frère du président de la République. Mais entre le jour où je suis rentré dans ce média et le jour où j'en suis sorti, je n'ai jamais eu de pression de mon responsable. Je n'ai jamais eu de pression du patron de presse qui était le grand frère du président de la République. Et les auditeurs de MN Radio et les téléspectateurs de MN TV savent qu'on avait essayé d'imposer un programme. Alors, certains nous disaient que c'était un peu exceptionnel parce que on était la chaîne du grand frère du président de la République. C'est comme ça qu'on le disait, ce qui était vrai. Mais on avait des programmes qui donnaient la parole à tous les citoyens du Congo de quelque bord politique que ce soit. On avait une émission qui s'appelait Ouverture sur l'info, qui était la réplique de l'émission de Juan Gomez sur RFI. On ouvrait le micro et chacun pouvait s'exprimer comme il l'entend et comme il le souhaitait. Il y avait mon confrère Eli Smith du Cameroun qui avait une émission qui s'appelait La Grande Interview dans laquelle il donnait la parole à tous les acteurs politiques, y compris de l'opposition et les plus farouches opposants du président. Et notre journal était un journal libre. J'en étais le rédacteur en chef. Donc, je peux vous avouer clairement qu'on avait un certain temps
dans le traitement de l'information qui était libre. Mais tout ça, c'est simplement parce que l'équipe dirigeante, qui était conduite par Alain Chungou, ancien correspondant d'RFI, 19 ans d'RFI et d'AFP, avait une certaine éthique, une certaine volonté d'imposer un rythme. Et tous les autres confrères autour avaient donc cet élan de responsabilité. Donc, on peut travailler dans un média qui appartient à un homme politique ou qui appartient à un homme d'affaires qui souhaite donner une coloration précise, mais lorsque vous connaissez votre travail, lorsque vous avez la responsabilité de votre métier, vous pouvez éviter des dérapages. Et lorsque, par le plus grand des hasards, on vous pousse au bout, encore une fois, vous avez cette clause de conscience qui vous dit « stop, je m'arrête là ». Soit je pars, soit je continue, mais ça, je ne raconterai pas. Donc, la formation est très importante dans ce travail-là, dans ce métier-là. Quand on est formé, on peut éviter les dérapages. En Afrique, il y a des journalistes qui sont bien formés. Merci beaucoup, Monsieur Bofello. Je vais donner la parole à Madame Alia pour ensuite venir à Mamadou Baïdi. Madame Alia, par rapport à ce que le président Cheikh Fall a dit et ce qu'a rajouté Prince Bofello, vous, en tant que jeune journaliste reporter, vous exercez aussi sur les réseaux sociaux, en quelque sorte. Vous partagez des activités, vous êtes vlogueuse, comme on le dit, réalisatrice de vidéos pour informer. Quel est votre avis? Le micro, s'il vous plaît. Alors moi, je suis de son avis également, du journaliste Bofello. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si le journaliste est formé, il sait faire son travail, il n'aura pas de problème, il n'y aura pas de risque il y a aucun risque qu'il y ait un dérapage, ça c'est sûr. Après, tout dépend de la façon dont on traite le sujet. Moi, personnellement, vous avez parlé de mon travail tout à l'heure. Mon approche, moi, je fais, Alia, qui peut-être connaît mon travail, je fais un journalisme de solution. Tous mes reportages sont des reportages positifs, soit c'est sur l'entrepreneuriat, sur les droits des femmes, soit sur les droits humains en général, ou sur l'environnement. Tout de suite, j'ai su que, je me suis positionnée sur ce que je sais faire. C'est réaliser des reportages, faire mon script, aller voir les gens et même quand je fais un reportage et je suis sûre qu'il est bon, je l'envoie tout de même à 5 ou 6 collègues pour qu'ils valident que ce reportage, il y a une information qui passe. Après, même si c'est un reportage qui est positif, il y a toujours un problème pour qu'on sache qu'est-ce qui est positif en fait. Je donne l'exemple d'une femme, Julie Omar Diallo par exemple, qui a mis en place pas mal de salles de sport pour que les femmes puissent faire du self-défense. Et donc là, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a de l'harcèlement dans les taxis, dans les places publiques. Et la solution, c'est quoi? C'est que il y a une femme qui a mis en place des salles pour que des femmes, filles, puissent apprendre à se défendre. Donc là, j'ai montré une solution, mais justement pour vous dire que écoutez, juste à côté, il y a un problème, c'est l'harcèlement. Juste à côté, il y a l'insécurité dans les taxis, dans les places publiques. En fait, c'est mon idée et ça, c'est quelque chose que j'ai pu développer au fur et à mesure que je réalise des reportages et grâce aux formations, bien sûr, en journalisme. Donc, tout dépend en fait de l'approche. Après, toujours est-il que pour certains médias soutiennent quand il y a des idées de reportage pour quitter les terrains. Par exemple, nous, on est à Nouakchott. Si j'ai envie de faire un reportage à Nouadhibou, il faut les moyens. Il faut mettre à ma disposition un véhicule, un caméraman, une équipe peut-être. J'ai dit ça juste comme ça, c'est juste un exemple. Alors là, tu vas tout de suite voir le rédacteur en chef ou le directeur de la chaîne qui va se poser à cette mission. Pourquoi? Donc, toujours est-il qu'il y a ce problème d'aller vraiment au plus près de l'information pour la chercher. Après, quand vous regardez les télés mauritaniennes, la plupart du temps, ce qu'on traite sont les sujets qui sont à Nouakchott, mais la Mauritanie, c'est pas Nouakchott.
la Mauritanie, c'est vraiment c'est Nema, c'est Houd el-Gharbi, c'est Houd el-Sharqi, c'est Bogué, c'est Kayedi. Donc, il y a énormément de travail à faire là-bas. Il y a des initiatives qui naissent. Il y a des projets qui sont mis en place par des ONG, par des associations qu'il faut aller voir et les mettre vraiment sous les feux, des projecteurs. Mais tout ce travail-là, on ne le sait pas. Tout à coup, d'ici demain ou après-demain ou d'ici un mois, tu verras une chaîne internationale qui va venir. Je dis, par exemple, le France 24 qui va venir sur le terrain faire un reportage. Ils vont le publier et tout de suite, tu vas voir le reportage sur les réseaux sociaux. Il va être partagé par tous les Mauritaniens. Pourquoi nous, les il y a un souci technique avec Madame Alia Abbas qui est du côté de Nouakchott. Donc, la connexion fait toujours défaut. Je vais passer à Mamadou Baidigaï, alias Alia. Bon, je tenais à confirmer les propos d'Alia parce que je l'ai vu commencer. En ce moment, j'étais à la tête du club des jeunes journalistes. Et je sais que c'est une dame qui est très dévouée, qui aime son métier et qui le fait avec vraiment brio. Bon, je reviens par rapport à la question de M. Fall. Vous savez, M. Fall, aujourd'hui, les médias publics appartiennent aux hommes qui sont au pouvoir. Il faut le comprendre. Je vais m'expliquer. Vous savez, l'exemple du Sénégal, au temps de Diouf, de 81 à 2000, la radio et la télévision étaient uniquement pour les gens qui sont avec Abdou Diouf, ce qu'on appelait l'écran de télé, je l'appelle, est vert. L'avènement de 2000, avec l'avènement de Maître Abdoulaye Wade, l'écran de télé est devenu jaune. Avec l'avènement de Macky Sall, l'écran de télé est devenu beige. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui pourquoi ces personnes-là vont créer leurs médias afin de pouvoir vraiment s'opposer à ce système exclusivement réservé aux gens qui sont au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, en Mauritanie, il faut même pas rêver de voir un opposant devant la télé publique pour parler, fustiger, critiquer. On avait de l'espoir avec les télévisions privées, mais en un certain moment, l'État a fait de telle sorte que ces télés-là ne puissent pas avoir cette indépendance de pouvoir diffuser. Donc, cette division est très difficile. Et pour inviter les gens, il faut qu'il y ait une sélection, parce que ce n'est pas toi, le journaliste, qui se lève pour inviter des gens, mais il y a quelqu'un qui était le rédacteur en chef, qui ne connaît même pas, qui était rédacteur en chef, qui est le président de la boîte. C'est lui qui doit orienter dans la salle de rédaction les sujets à traiter. Donc, tous les sujets à traiter, c'est des sujets qui ne sont pas en rapport avec l'État en place. Vous savez, quand tu vois aujourd'hui la vulnérabilité des doyens de presse qui ont servi pendant plus de 30 ans, aujourd'hui, quand tu les vois, tu te dis que ce métier-là, c'est un métier à créer des pauvres. Et c'est des gens au plus difficile de leur vie. Ils ont donné de leur vie pour que vraiment la presse puisse rayonner. Vous savez, la Mauritanie, ils ont fait les réformes de la presse en 2017. L'État a octroyé 30 millions pour essayer de voir comme Alia a dit, il y a un travail immense qu'on doit faire, vulgariser ce qu'on fait à l'intérieur. On a dit 3 journées de réflexion. On a fait l'ouverture au Palais du Congrès. On a invité le ministre pour essayer de dire au président que les journalistes sont avec vous. Donc, après ces 3 jours, vous savez ce qu'ils ont fait? Les directeurs de publication, les gens qu'on a donné ce financement, ils se sont partagés l'argent qui devait servir à former ces journalistes. Donc, c'est-à-dire que quand tu es dans un pays où l'argent aujourd'hui est maître mot, il y a un système, peut-être les gens disent, oui, quand tu es journaliste, tu ne dois pas dévoiler certaines choses, qu'on appelle le système de peshmerga. Le peshmerga, quand on voit, c'est un système de corruption qui est devenu une norme. Par exemple, quand tu termines de faire un reportage, tu attends
qu'on te donne de l'argent pour pouvoir sortir vraiment ton papier ou bien pouvoir sortir ton reportage. Donc, tu marchandes, qui est devenu vraiment l'achat de conscience par rapport à la véracité des faits. Tu orientes tes faits pour essayer de plaire aux dirigeants. Moi, j'ai eu la chance, comme il a dit dans cette clause que Buffalo a dit, en 2013, on m'avait dit dans une émission qu'on appelait Trait d'Union, je devais inviter une personne qui a fait 20 ans d'exil, qui s'appelait Samba Thiam, où leur mouvement a été diabolisé en Mauritanie en disant c'est un mouvement qui est venu pour diviser la Mauritanie, qui est venu pour ça. Donc, je devais l'inviter pour la première fois. Moi, je n'ai pas traité la question directement avec lui. Je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Je n'ai pas d'affinité. C'est son chargé de communication que j'ai vu, on en a parlé. Il devait être avec l'ancien directeur que je vous disais, le directeur de la radio Mauritanie, qui a fait quelque temps à la radio en faisant beaucoup d'erreurs et qui a été limogé, arrêté. Donc, il devait partager cette émission. Il se trouvait, à l'heure où on devait démarrer l'émission, le deuxième invité n'était pas présent. Et le président du conseil d'administration, qui s'appelait Oula Ahmedou, je l'ai appelé en disant qu'aujourd'hui, on devait faire cette émission, mais le deuxième invité n'est pas là. Il m'a dit non, si le deuxième invité n'est pas là, tu ne dois pas faire l'émission. Tu dois attendre. Je dis non, parce que moi, j'ai déjà invité une personne. Avant ça, c'est parce qu'on avait fait une réunion de crise. Une réunion de crise à la salle de rédaction. Il y a aujourd'hui Fall Oumer, qui est directeur de l'ANI. Je pèse bien mon nom. Quand on faisait la salle de rédaction, je me rappelle du feu Djibril Hameli que j'avais invité dans une émission par rapport quand on parlait de langue nationale. Alia, vous m'entendez? Oui, Alia, oui, je vous entends. Oui, on est un peu pris par le temps, donc il faudra rester sur les... Je vous entends bien. Oui, j'ai dit, nous sommes pris par le temps, donc il non, faudra rester un peu Suleiman, vous savez, vous allez dire que c'est des généralités. Permettez-moi de vous dire, il n'y a pas de généralité dans un travail qui permet aux gens de savoir quel est aujourd'hui le problème qui fait qu'aujourd'hui les journalistes ne peuvent pas correctement faire leur travail, même si c'est un sujet, c'est un rapport avec des personnes. On ne doit pas prendre des exemples qui sont au fin fond, on accepte, mais des exemples que les journalistes ont vécu, vous parlez ça de généralité. Je suis désolé, mais je ne sais pas comment je vais agencer en se basant sur des faits que je n'ai pas vécu ou bien orienter le débat sur des choses qu'on veut faire entendre aux gens. Mais c'est la véracité aujourd'hui, puisque vous m'avez coupé mon raisonnement, je vais juste faire abstraction de continuer par rapport à ce que je devais dire pour vous dire que les journalistes en Afrique sont censurés, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, mais à chaque fois, ils se sacrifient pour que règne la démocratie. Donc, de grosso modo, moi, quand vous dites des généralités, je suis très confus par rapport à cet élan de généralité. Et ce que je vous dis, c'est des faits réels. Aujourd'hui, ces personnes-là occupent des stations qui sont très importantes dans la République. Oui, vous ne m'avez pas bien compris. Désolé de vous avoir interrompu parce qu'on est pris par le temps. Je disais, restons sur les généralités pour un peu toucher l'Afrique en général, en fait, parce qu'on ne va pas se focaliser sur la Mauritanie. Et aussi, je sais que vous êtes journaliste et activiste, vous apportez votre élément sur les réseaux, que certains pourront d'ailleurs vous suivre. Moi, en dehors de Perspective Afrique, je vous écoute beaucoup. Quand je dis généralité, ce n'est pas ce que vous dites, mais de rester sur les généralités, c'est ce que je disais. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Bon, M. Prince Bafouelo a parlé de clause de conscience, d'éthique et responsabilité, d'aller à la quête vers l'information. Vous l'avez aussi souligné, Mamadou Baïdigaï. Vous avez parlé de l'impartialité dans le traitement de l'information. Vous avez énuméré des exemples. Peut-être qu'on pourra revenir prochainement pour rentrer dans les spécificités, comme vous le faites là. Donc, vous avez parlé de système de perche. Bon, je n'ai pas bien saisi le mot. Perche. Vous pouvez répéter le système de Peshmerga. Le système de Peshmerga. D'accord, merci beaucoup. En grosso modo, vous dites que le journaliste en Afrique
il est emprisonné dans la précarité. Donc, il est dans la précarité de l'existence. Donc, moi, personnellement, je connais des journalistes qui sont impartials, mais je sais que le rôle du journaliste, c'est d'abord de donner l'information, en fait. Ses opinions politiques et autres, ce n'est pas ce qu'il doit mettre en avant. Président Cherlofal, je vous redonne la parole. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Et Prince a parlé d'un facteur important qu'elle a. Et pour illustrer cela, souvent les journalistes en Afrique, en fait, est spécialiste de tout. C'est un journaliste à formation générale qui veut à la fois traiter l'information politique, mais aussi l'information économique et parfois même sportive. Même si petit à petit, on note une tendance à la spécialisation. Et qui dit formation dit nécessairement spécialisation. Et la spécialisation, ce n'était pas au début le propre des écoles de formation du journalisme en Afrique. Mais de plus en plus, les écoles ont tendance à s'y mettre. Mais cela pose la question de la nécessité d'une presse spécialisée. Puisque la plupart du temps, sous d'autres cieux, ben, partout en Afrique et ailleurs, on note une tendance à la spécialisation. Par exemple, les journalistes spécialisés au niveau de la sécurité, les journalistes environnementalistes, les journalistes sportifs, n'en parlons pas, ça c'est évident, mais aussi les journalistes spécialistes des questions de santé. À votre avis, est-ce que la question s'adresse à vous tous? Est-ce que la spécialisation n'est pas un chemin, en fait, de rendre la presse africaine beaucoup plus dynamique, beaucoup plus crédible, voilà, dans le traitement juste et équilibré de l'information? Est-ce que la spécialisation n'est pas un chemin, en fait, voilà, pour essayer de mettre les choses en perspective? Monsieur Prince Bafouelo. Oui. Oui, merci. Je partage cet avis. Je la partage d'autant plus que ça fait 3 ans que j'ai créé un média qui s'appelle l'Hémicycle d'Afrique, qui est spécialisé dans l'actualité des parlements et des conseils municipaux d'Afrique. Je l'ai monté simplement parce que j'avais effectivement remarqué qu'il y avait un problème de spécialisation, et le manque de spécialisation faisait qu'en Afrique, effectivement, enfin dans certains pays, hein, c'est vrai que j'aime pas vraiment globaliser comme ça l'Afrique comme si c'était un pays, dans certains pays d'Afrique, il y avait ce problème de manque d'information de fond. On faisait beaucoup de factuels sans faire de fond en tant que tel. Dans le cadre des parlements ou des conseils municipaux, par exemple, on pouvait aller couvrir un reportage, une actualité à l'Assemblée nationale. Alors, je vais dire n'importe quoi, couvrir une motion de censure, par exemple, et comme ça, venir balancer de façon générale l'information, la motion de censure, elle concerne qui, quoi, etc., sans expliquer concrètement et dans le fond aux téléspectateurs, aux auditeurs, qu'est-ce que c'est la motion de censure. On pouvait aller couvrir la déclaration, par exemple, du budget de l'État exercice 2000 Tatampion, sans expliquer à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, c'est quoi un projet de budget, comment on le vote, pourquoi on le vote, comment on l'exécute, qui l'exécute, à quel niveau, quels sont les niveaux de responsabilisation, de responsabilité, etc. On pouvait aller couvrir la promulgation d'un projet de loi sans expliquer à quoi servait la loi, sans expliquer aux téléspectateurs que voilà, il y a un projet, mais il faut une application. Tant qu'il n'y a pas de décret d'application, la loi ne peut pas être appliquée. Voilà, donc il y a beaucoup de questions de fond qu'on n'abordait pas, et ça m'a poussé à créer Hémicycle d'Afrique. On avance tant bien que mal, avec les moyens de bord, mais je pense que je me suis lancé dans un créneau qui est extrêmement important. Vous savez,
on a beaucoup le regard sur les ministres, les chefs d'État dans nos pays, mais on a très peu tendance à jeter un regard sur le Parlement, qui est l'institution où on vote les lois qui régissent la vie du pays. Et ça, c'est extrêmement grave en démocratie. C'est pour ça que j'ai monté ce média, pour essayer de rapprocher les populations des parlements, de donner un canal de communication aux élus et de permettre aux populations de comprendre comment fonctionnent ces institutions. Ça ne peut être fait que par la spécialisation. Si vous êtes dans un contexte de journalistique général, vous pouvez pas le faire. C'est pour ça que je pense que la généralisation, pour répondre à votre question, est un chemin que alors on peut pas tous l'emprunter, hein, mais que la majorité des journalistes devraient emprunter. Ma consoeur, effectivement, est dans la spécialisation. Elle fait du journalisme de solution, c'est très bien. Je pense que de plus en plus de journalistes devaient le faire, parce que non seulement quand vous êtes dans votre domaine de prédilection, entre guillemets, si vous êtes spécialisé, vous ne vous arrêtez pas dans le fond, vous ne vous arrêtez pas que sur le factuel, vous allez dans le fond, ce qui vous fait un travail de fourmi, ce qui vous donne beaucoup plus de connaissances sur le domaine, et ce qui fait donc en conséquence que vous donnez l'information de qualité. Mais lorsque vous êtes un journaliste généraliste et que vous ne vous arrêtez que sur le factuel, et avec la démocratisation, entre guillemets, de l'information avec les réseaux sociaux, on a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on a parfois du mal à suivre. Et c'est bien qu'on ait justement des spécialisations, comme ça les populations, les lecteurs peuvent savoir, bon, ben moi j'ai tel site qui est spécialisé dans la sécurité, tel site qui est spécialisé dans les parlements africains, dont le sport, le journalisme de solution, le journalisme de développement local, les questions de développement, etc. Je pense que c'est un créneau qui est porteur et que les journalistes devraient de plus en plus se spécialiser. Merci beaucoup, Monsieur Bafouelo. Je vais donner la parole à Madame Alia Abbas. Madame Alia Abbas doit avoir... Désolée pour tout à l'heure, j'ai toujours un problème de connexion. J'avais pas fini de dire, mais c'est à m'attendre, c'est comme si je voulais dire que, enfin, c'est mauvais que les médias internationaux viennent traiter des informations en Mauritanie. Ce n'est pas mauvais en soi. Allô? Oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Est-ce que ça marche? C'est bon? Ça marche? Ah, d'accord, ok. Je voulais dire que, en m'entendre parler tout à l'heure, c'est comme si je voulais dire que c'est mauvais que la presse internationale vienne traiter des sujets ici en Mauritanie. Ah, que c'est bon. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais, sauf si, bien sûr, c'est pour venir tout simplement parler des choses qui sont très négatives. Mais ça sera quand même très intéressant que les journalistes locaux fassent ce travail avant eux, ou bon, prête davantage attention à ce genre de projet en Mauritanie avant que notre presse vienne le faire. Mais j'ai comme l'impression qu'en Mauritanie, des gens s'intéressent à un sujet juste parce que la communauté internationale ou bien un média occidental qui est venu, qui a traité le sujet, à partir de ce moment-là, ça devient intéressant parce que c'est tel média qui l'a traité. Moi, j'aimerais davantage voir des journalistes franchement africains, des journalistes mauritaniens traiter des sujets avec un angle différent, avec une approche différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, ça voudrait dire qu'on a vraiment évolué, qu'on est en train de vraiment dépasser un certain complexe. Donc voilà. Et en tout cas, j'ai perdu mes idées, mais c'était en gros ça. Voilà. Si quelque chose me revient, peut-être que je vais rajouter tout ça. Merci beaucoup.
Mahmoud Baidi. Le micro, s'il vous plaît. C'est bon. Bon, je disais par rapport à les spécialisations, c'est important, mais il faut comprendre aussi les contextes et les pays. Par exemple, en Mauritanie, on est dans un contexte très spécifique. Il y a deux presses. Il y a la presse qu'on appelle presse arabe, qui a tendance à s'occuper toujours du régime par rapport à la démocratie et tout ce qui tourne autour du régime. Il y a une presse francophone qui a tendance à s'occuper des questions de droits de l'homme, de l'esclavage, du foncier. Donc, il faut comprendre par rapport à cette différence d'approche journalistique, fait qu'aujourd'hui en Mauritanie, on n'a pas de presse et on a tendance à voir la presse francophone mourir à petit feu. C'est important de le dire. Et aussi, on parle d'orientation et spécialisation. Peut-être le Sénégal a réussi aujourd'hui, par rapport à une langue qui est commune, de pouvoir vraiment orienter vraiment tout ce qu'ils font par rapport à cette langue-là que tout le monde parle. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, cet éveil de conscience, on le voit par rapport à la gestion des dirigeants qui sont en place. Mais en Mauritanie, nous, par exemple, notre orientation, moi, je ne parle pas de spécialisation. Nous, par exemple, moi, l'orientation, c'est de s'orienter vers les langues nationales parce que les masses critiques, jusqu'à présent, comme Bafo le disait, ils ne comprennent pas les mécanismes que l'État met en place pour vraiment aider les populations. Ils ne comprennent pas quel est le rôle du Parlement, le rôle de la société civile et tout ce qui tourne autour vraiment du vécu quotidien. Donc, nous, on parle aujourd'hui d'orientation vers les langues nationales. Donc, aussi, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui n'ont pas une volonté politique à pouvoir aider les médias à émerger. Donc, ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, au lieu de comprendre que la démocratie ne peut souffler, ne peut exister que si nous avons une presse libre, indépendante, qui est capable de donner les informations vraies jusqu'à se détacher de notre émoi, se détacher de notre émotion, comme on le dit, choisir, c'est faire taire, même au jugement, même au juge devant la sentence pour délibérer, il doit faire taire ses sentiments. Donc, tant que nous n'avons pas cette approche de se dire que nous avons la responsabilité de tout un peuple par rapport à nos écrits, par rapport à nos paroles, on peut mettre en feu un pays, quel que soit ce qu'on utilise, et spécialisation, orientation, tout ça, c'est des concepts que les gens utilisent, mais qui ne sont pas réels, c'est juste un idéal. Mais la réalité aujourd'hui, c'est de donner aux journalistes les moyens de pouvoir faire correctement leur travail et ces journalistes aussi doivent mettre dans leur quotidien ce qu'on appelle cette clause consciente pour pouvoir faire bien leur travail. Merci beaucoup, Mamadou Baïdigaï. Donc, vous avez souligné des points essentiels pour le travail journalistique. Je pense que je ne suis pas journaliste, mais je pense qu'il y a des spécialisations, comme vous avez dit, et des orientations. Le journaliste, quelquefois, c'est un intellectuel aussi. Et comme disait Sartre, un intellectuel, c'est celui qui participe, on appelle, à l'organisation de la société. Un journaliste, certes, il doit transmettre l'information sans intransigeance, mais il doit aussi dégager les mécanismes de dysfonctionnement. Donc, je vais laisser la parole à président Cherlofal qui pourra bien étouffer. Le micro, s'il vous plaît, président, c'est bon. Oui, sur un aspect très important, on se rend compte qu'actuellement, l'Afrique est un continent ultra convoité. Président, vous pouvez répéter, on n'a pas entendu le début, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter? Oui, moi, je voudrais venir sur un aspect très important qui est la bataille, la guerre de l'information. On se rend compte que l'Afrique est actuellement bel et bien convoitée, surconvoitée, j'allais dire, par les acteurs traditionnels
mais aussi des nouveaux venus. Et la plupart du temps, on se rend compte que, en fait, de façon tacite, à travers cette guerre économique, la guerre de l'information, en fait, accompagne cette guerre économique sur le terrain africain. Et la plupart du temps, chaque acteur essaie de se passer quand même pour l'ami de l'Afrique. Et le point le plus inquiétant, c'est que les journalistes africains, peut-être par manque de moyens, ou bien moyens financiers, ou bien moyens humains, ou bien intellectuels, ont du mal à suivre. La plupart du temps, l'analyse de l'information au niveau international fait défaut. D'autant plus que quand on voit souvent les dépêchés, c'est souvent les reprises en fait, de certaines agences d'information au niveau international, l'AFP ou agence Reuters ou bien des autres. Mais comment, à votre avis, puisque c'est une question essentielle qui vous est adressée, Madame Alia, Prince Bafoulo et M. Gaye, comment, à votre avis, l'Afrique doit faire face à cette bataille terrible de l'information, c'est-à-dire pour créer un contre-discours informationnel africain? Voilà, comment faire pour avoir un discours africain sur l'information internationale? C'est même si, il faut le dire, on n'a pas les moyens que ces pays. Mais comment faire petit à petit pour essayer de créer en fait la vision africaine au niveau des relations internationales? C'est-à-dire, je veux dire, la vision informationnelle africaine. Je vous remercie. Monsieur Bafoulo? Oui, Monsieur Bafoulo. Ou bien Monsieur Gaye? Monsieur Bafoulo? À vous, c'était le micro. Après, Monsieur Gaye va intervenir. Alors, pour répondre concrètement à la question de mon cher Fall, déjà l'Afrique a besoin d'un média fort, pour commencer. En France, on a France 24, on a TV5 Monde, on a RFI, tous on sait que ce sont des médias du service public qui ont pour point commun le Quai d'Orsay, donc avec des financements, une subvention. Donc on peut comprendre ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est important qu'en Afrique, on ait un média. On avait Africa numéro 1, malheureusement, on sait ce que c'est devenu depuis la chute de Muammar Kadhafi. On a eu Africa 24, qui, c'est vrai, est une initiative privée, mais il y avait des actionnaires qui étaient des pays africains. Je pense que ça ne s'est pas passé comme le souhaitait l'un des principaux financiers qui est le président Obiang Nguema. On sait aujourd'hui ce qu'Africa 24. L'idée, c'est de se restructurer et d'avoir un média fort qui porte la voix de l'Afrique. C'est très important. Il faut que les Africains puissent raconter leur histoire. Et pour raconter son histoire, il faut qu'on ait un canal fort et puissant. Ce n'est pas une concurrence avec les autres. C'est simplement avoir un porte-voix qui peut retentir aux quatre coins du monde. C'est important. Dans un second temps, je ne suis pas inquiet parce que on a les réseaux sociaux aujourd'hui et quand on a de la formation, on sait chercher l'information et on peut se positionner entre guillemets comme un influenceur, chacun à son niveau. Alia et Mamadou en Mauritanie, certains au Sénégal, etc. On peut, nous, jeunes Africains, journalistes, raconter notre histoire. On peut s'approprier notre narratif et ne plus jamais laisser aux autres la priorité de raconter notre histoire. C'est aberrant ce que disait ma consoeur, mais c'est vrai, pas seulement en Mauritanie, dans tous les pays en Afrique, que lorsqu'un journaliste d'un pays étranger, notamment un journaliste occidental, vient couvrir un sujet en Afrique et le remonte à sa base, ce sujet prend une importance beaucoup plus capitale qu'il n'aurait pas pris si un journaliste local l'avait fait. D'ailleurs, lorsqu'un journaliste occidental demande une interview à un ministre africain ou à un chef d'État, il a tout de suite la porte ouverte, alors que les journalistes de la presse locale triment pour avoir une seule interview d'un ministre ou d'un chef d'État.
limite, on les fait balader, comme si c'était des vauriens. Mais avec Internet, je pense qu'on a la possibilité de donner une réponse à ces comportements que je juge rétrogrades. On a la formation, on a la compétence. Servons-nous des réseaux sociaux parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Servons-nous des réseaux sociaux pour monter des médias, pour avoir la perspective. Avenir n'est pas un média, mais j'ai envie de dire vous êtes un média social puisque sur un réseau social, vous permettez aux langues de se délier et aux uns aux autres de venir donner des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Et ça, c'est déjà important. C'est un pas vers l'appropriation de notre narratif africain. C'est très important. Donc, d'un côté, il y a un problème de médias forts dont on a besoin. Je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura et est-ce qu'on l'aura, je ne saurais vous dire. Mais je reste confiant par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on a la possibilité aujourd'hui avec une chaîne YouTube de raconter notre histoire, de montrer qu'on est responsable, de raconter des belles histoires, de bien les raconter. À un moment donné, ça captive, à un moment donné, ça attire, à un moment donné, ça accroche, et à un moment donné, ça démasque les démagogues. Donc, je suis confiant, je pense que chaque journaliste devrait, c'est important pour nous, les journalistes, d'être beaucoup présents sur les réseaux sociaux parce qu'on a tendance à laisser la place sur les réseaux sociaux à des chefaillants, des chénapans qui viennent sur les réseaux sociaux jouer les journalistes alors qu'ils n'ont aucune compétence, alors qu'ils n'ont aucune maîtrise des bases de l'information. On a aussi tort, nous, souvent les journalistes, de laisser les réseaux sociaux à ces personnes-là qui viennent raconter tout et n'importe quoi. Et malheureusement, il y en a qui ont beaucoup plus de popularité que certains journalistes et qui essayent comme ça de construire l'opinion de nos citoyens. On a une responsabilité dans ce sens-là. Il faut reparer cela pour que nous puissions, nous, journalistes, raconter dans les règles de l'art notre histoire africaine. C'est important. Merci beaucoup, Prince. Serlo, je vais donner la parole à Mamadou Baïdi. Ok. Bon, Prince, je salue d'abord M. Fall par rapport à ce que vous venez de dire pour pouvoir pallier, comme vous le dites, l'information qui vient d'ailleurs. Nous savons depuis l'avènement de l'Afrique, nous subissons toujours le regard de l'autre qui est important dans notre processus, mais qu'on prend en compte par rapport à nos faits et nos gestes. Parce qu'il faut le comprendre aujourd'hui, en Mahmoudou ou bien en Suleiman qui parle, les gens ne vont pas forcément regarder la teneur par rapport aux agencements. Mais quand on voit un autre qui parle qui n'est pas du pays, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi, lui, il a beaucoup plus d'audience et d'accessibilité, d'où fait qu'ils ne sont pas vraiment tout le temps sur les réseaux sociaux. Comme tu l'as dit, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de ne pas laisser vraiment l'environnement vide en se disant que oui, nous allons capituler parce que nous avons laissé des gens par rapport à leur populisme, par rapport à leur vision des choses pour chercher des vies ou bien faire des bad buzz pour vraiment dénaturer cette fonction journalistique qui est noble, qui a toujours existé d'ailleurs en Afrique. C'est très important de le dire, qui a toujours existé en Afrique, même si c'est à des degrés différents. Donc, c'est cette création d'une union transversale, par rapport à ces doyens aujourd'hui qui ont eu la chance de travailler un peu partout, qui vont revenir pour essayer de continuer à former ces jeunes journalistes. Comme vous avez la formation journalistique, elle est continue. Par exemple, nous, jusqu'à présent, on est en train de nous former journalistiquement avec la maison du journaliste, avec Joël, qui est un journaliste quand même de 30 ans, sur vraiment l'approche que nous avons. Parce que des fois, quand tu vois les journalistes, pourquoi c'est pas spécifique, la manière dont un journaliste pose la question, c'est la même chose qu'un animateur devant la télé. Donc, tu ne peux pas
faire une différenciation par rapport vraiment à ce discernement sur des questions données. Donc, c'est important aujourd'hui de mettre en avant une formation, de mettre en avant, de former les gens académiquement, former des gens sur vraiment les aspects qui sont très importants aujourd'hui, Fall l'a dit. Aujourd'hui, quand on parle que l'Afrique est vraiment le symbole de demain, l'Afrique est le grenier de demain. Donc, il n'y a que les Africains qui ne sont pas conscients de cet état de fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un double travail. Le double travail, c'est de se sacrifier, de continuer à se battre pour l'Afrique, de continuer à sensibiliser, mais en travaillant dans une symbiose ou bien dans une union qui permet à pallier les informations qu'on va distiller. Mais le travail qui va venir, c'est que nous sommes en face des populations qui n'ont pas vraiment ce niveau intellectuel à pouvoir cerner une question journalistique. Nous devons descendre en bas en utilisant nos langues locales pour pouvoir vraiment atteindre la masse critique sur les enjeux de l'Afrique. Donc, c'est important d'orienter aussi nos réflexions par rapport à cette piste-là. Merci beaucoup, Ali Agaï. On voit que Ali Agaï est un journaliste politisé, mais dans le bon sens. Donc, c'est dans le bon sens parce qu'il parle de masse critique. Bon, j'ai des questions d'internautes. On va finir par là. Ne faut-il pas une régulation et un encadrement de cette presse en ligne pour éviter le traitement de l'information sans aucune déontologie ni éthique, comme on voit ces dernières années? Madame Alia Abbas. Mais bien sûr qu'il faut une régularisation de la presse parce que là, on se retrouve avec une presse qui fait tout n'importe comment et n'importe quand. Il y a même des gens qui peuvent raconter des histoires qu'ils ont imaginées, que soi-disant c'est de l'information. On se retrouve avec une presse qui essaie de faire du buzz, qui essaie d'avoir le plus de vues possible. Les gens se sont laissés tout de suite emporter par les phénomènes des réseaux sociaux. Ce qui compte le plus, c'est pas une information de qualité, une information bien traitée. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont on peut attirer le maximum possible de personnes. Et pour faire ça, il faut vraiment sortir avec des grandes lignes, des grandes lignes comme quoi il s'agit d'une information et il n'y a aucun fond. C'est comme c'est pas une presse. On peut parler de people ou enfin vous avez un peu compris l'idée et des gens se laissent emporter. Il y a une autre presse un autre média en ligne ou bien une télé, une radio qui va reprendre l'information sans pour autant la vérifier, soit disant comme quoi le média qu'il a produit ou bien qu'il a publié, c'est une source sûre. Justement sur internet, il n'y a plus une source sûre. Moi je suis jamais sûre quand je vois quelque chose sur internet. Je suis devenue tellement parano. Il faut que j'appelle quelqu'un pour vérifier si c'est vraiment ça, sinon je suis pas sûre du tout. Donc il y a vraiment un travail à faire aussi bien avec les médias, des formations sur le traitement de l'information. En soutien, mettre les moyens également, et c'est comme ça qu'on pourrait cadrer un peu plus les journalistes. La deuxième chose, c'est que bien sûr, il faut que les Mauritaniens, il faut que les Sénégalais, il faut que les Nigériens, il faut que les Maliens puissent raconter l'histoire de l'Afrique, l'histoire de leur pays, telle qu'ils la voient, et non pas qu'une autre personne vienne le faire à leur place. C'est eux qui savent les réalités de leur pays. Ils sont mieux placés pour le faire. Moi, je suis pour quelque chose comme quoi, c'est des journalistes locaux qui traitent une information et comme médias occidentaux reprennent cette information-là. Là, ça devient intéressant. Mais quand c'est un média international, un média occidental qui vient faire cette information-là et qui la produit, on n'est pas sûr de la crédibilité ou du traitement du sujet, parce qu'il y aura toujours une vision occidentale. C'est pas la même façon dont on voit ce sujet. Il faut vraiment qu'on se réapproprie le journalisme à notre manière, parce que jusqu'à présent, c'est un journalisme qui n'est pas 100% africain.
il faut qu'il y ait un journalisme africain avec nos réalités. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est intégré dans notre façon de voir les choses, notre façon de traiter l'information, mais pas que. Mais pas que, comme le disait tout à l'heure mon collègue Prince, c'est important d'utiliser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand tu dis je veux faire ce sujet, je ne peux pas le faire parce que les médias me censurent ou bien la télé ou bien la radio m'interdit de faire ce sujet. C'est parce que tu ne veux pas le faire. Si tu veux le faire, tu vas prendre le temps de bien traiter les sujets et tu as les réseaux sociaux c'est un outil qu'il faut s'approprier. Tu peux l'utiliser. Tu peux créer un blog, tu peux avoir une chaîne YouTube, tu peux avoir une chaîne Instagram, tu peux même avoir une page Facebook pour diffuser de l'information et de mettre en valeur ta vision de voir les choses et de faire un traitement juste de l'information. Et c'est au fur et à mesure que les gens, c'est même pas la peine de faire ta publicité. Ils vont venir à toi parce que tu fais très bien ton travail. Tu leur fournis une information de qualité. À partir de ce moment-là, c'est pas toi qui va chercher à ce que les gens viennent voir ce que tu es en train de faire parce que tu cherches 5000 personnes pour voir l'information ou bien 10 000 personnes. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est 10 personnes qui regardent ton information et que ce soit une information de qualité. Moi, je crois que c'est vraiment ça qui est l'essentiel. Et après, donc voilà quoi, il faut aussi qu'il y ait un réseautage. Moi, par exemple, je connaissais pas Prince, je suis très enchantée de le connaître et je suis sûre que juste après, je vais aller chercher son travail pour voir ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais il faut qu'il y ait un réseautage entre les journalistes africains qui se connaissent et qu'ils aient un contact permanent pour voir comment ça se passe dans tous les pays. Donc voilà, merci désolé beaucoup, de Alia Abbas. Nous sommes à la fin. C'est les questions des internautes. Pour Monsieur Bafouelo, Prince Bafouelo, en démocratie, le journaliste doit-il forcément être du côté du peuple? Que pensez-vous de vos confrères journalistes qui assument soutenir les pouvoirs politiques ou de gouvernement? Le journaliste doit-il affirmer publiquement ses opinions? Alors, je pense qu'il y a des règles simples en journalisme. C'est pas moi qui ai inventé le journalisme, donc je vais pas inventer la roue et je vais pas donner des leçons à mes confrères qui prennent position ou pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on a un métier qui est régi par entre guillemets, des principes. Voilà. Pour répondre à votre question, le journaliste, en tout cas pour ma part, je pense que le journaliste ne doit pas donner son opinion. Le journaliste raconte des histoires, raconte des faits. Il peut faire une analyse et dans l'analyse, il pèse le pour et le contre pour permettre, il étale tous les paramètres pour permettre à ses lecteurs, à ses auditeurs d'en tirer conclusion. C'est jamais lui qui tire conclusion. Donc le journaliste, pour moi, qu'il soit un journaliste politique ou autre qui opère dans un autre domaine, n'a pas le droit de donner, en tout cas quand il est journaliste, après en tant que personne, il peut donner son opinion. Hein. On est avant tout des êtres humains, Mamoudou le disait tout à l'heure, on nous considère comme des journalistes à vie, mais on est des personnes à part entière. Mais le journaliste, dans le cadre de son travail, pour ce qui, moi, me concerne, pour ce que je pense en tout cas, ne doit pas donner son opinion. Le journaliste est là pour raconter des histoires, pour donner l'information, et ce sont les faits. Il s'arrête sur les faits. Il peut aller faire du journalisme factuel ou du journalisme de fond, de l'enquête. Ça reste des faits, et c'est aux auditeurs d'en tirer conclusion. Alors, pour ceux qui décident de prendre position, libre à eux. Hein. Je connais des confrères qui sont journalistes et qui ont une carte d'un parti politique. Bon, c'est eux qui font, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai une déontologie du métier qui m'interdit de le faire. J'ai une éthique personnelle qui m'interdit de le faire. Est-ce que c'est le bon choix? Je ne sais pas. Pour moi, je considère que c'est le respect du travail que j'ai choisi. Libre à eux de répondre en fonction de ce qu'ils ont choisi. Merci beaucoup, Madame Alia Abbas. Merci beaucoup, Monsieur Prince Bafouelo. Tout à fait, le journalisme, comme tout intellectuel, ne doit pas, excusez-moi de l'expression, être ce que les Américains appellent les journalistes ne doivent pas être des prostituées intellectuelles, entre guillemets. Donc, ils doivent... il y a l'éthique, il y a la responsabilité. Je vais poser
la dernière question à M. Mamadou Baïdi Gaye, qu'on appelle Alia Gaye. En Mauritanie, les médias ne diffusent pas la réalité quotidienne qui reflète le peuple, qui ne reflète pas le peuple, excusez-moi, mais comme partout dans le monde, en Mauritanie, les médias ne diffusent la réalité quotidienne et ne reflètent pas le peuple. Excusez-moi, bon, je lis directement la question. Mais comme partout dans le monde... Je n'entends rien, je n'entends rien. Vous m'entendez là ou pas? Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, on vous entend. Moi, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Moi, je ne vous entends pas. Vous m'entendez là ou pas? Vous m'entendez? J'ai ouvert mon micro, mais je ne vous entends pas. Vous m'entendez ou pas? Je n'entends pas, hein? Quand je parle, vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne vous entends pas. Je suis désolé. Mais M. Gaye, on vous entend bien, hein? Gaye. Suleiman. Oui, moi, je vous entends très bien. Oui, oui, mais on l'entend bien. Lui, à son niveau, il ne nous entend pas. Peut-être c'est lui. Il n'entendait pas, c'était lui. Bon, je pense voilà, oui, peut-être il y a un mauvais retour. Oui, il y a un mauvais tour. Bon, cher Alia est sorti, nous allons conclure. Je te laisse le dernier mot. Ben, moi, je pense que ce fut un échange vraiment agréable et on a beaucoup appris des uns des autres. En tout cas, nos questions impertinentes, comme on dit, et leurs réponses extrêmement pertinentes et fouillées. Franchement, des rencontres de ce genre, on en redemande. Et par ma voix, Perspective Afrique vous remercie vivement en fait, d'avoir pris de votre temps et de nous accompagner pendant ces 1h30 d'échange. Vraiment, Madame Alia, M. Prince Bafoulo et M. Gaye, nous vous remercions vivement. Merci, Suleiman. Aussi. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup à nos invités et à très bientôt. Il y a eu un souci avec Mamadou Baïdi. Mais je vous remercie pour votre présence et à très bientôt. Bonsoir. Merci.